عشقوا يا لا 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 أنا علاش عداني يا لا لن يا لا 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 لن يا لا 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 أنا علاش عداني يا لا لن يا لا 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 لن. Bienvenue à tous, on est là pour un nouvel épisode de Call It Heritage. Et avec moi, j'ai Hasna. Hasna qui est à la fois une scientifique et qui a trouvé une passion pour le chant andalou et puis ensuite pour le oud. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, Hasna? Bonjour Dana, d'abord merci de m'avoir invitée pour ton podcast. Alors, comme tu m'as présenté, je suis scientifique de formation et par le biais de mes activités extrascolaires, donc je me suis découverte une passion pour la culture arabo-andalouse et le chant en particulier. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser aux instruments de musique. Pardon, aux instruments de musique. Et donc ça va faire 4 ans que je joue du oud. Ok, et comment est venue cette passion? Alors, je dirais depuis mon enfance, j'ai toujours été bercée par le chant arabo-andalou, plus particulièrement la musique algérienne, que ce soit des chants traditionnels, des chants que nos grands-mères nous chantaient avant de dormir ou pendant les fêtes et les mariages. Donc c'est vraiment une musique qui m'a bercée depuis mon enfance et en grandissant, j'étais vraiment curieuse d'apprendre un peu plus sur l'histoire de cette musique, d'où nous est-elle parvenue et le fait aussi de toujours, de vouloir pratiquer encore mon arabe par le biais de la poésie et de la musique. Ok, et du coup, en vrai, le chant andalou, c'est un chant un peu multiculturel Tout à entre fait. deux cultures, et c'est un peu aussi ton cas. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi, enfin, quelles sont les cultures qui t'ont bercé justement? Bien sûr. Alors, il faut savoir que je suis née en Algérie et j'y ai vécu jusqu'à mes 15 ans. Et donc là, aujourd'hui j'en ai 25, donc ça va faire 10 ans que j'habite ici en France. Et, le fait voilà, d'être venue ici en France, je voulais quand même garder un certain lien culturel avec mon pays. Voilà, j'étais à la fois bercée par la culture française, mais aussi par la culture algérienne. C'est super intéressant. Et du coup, tu as commencé en France le chant andalou. C'est ça. Comment est-ce que tu as trouvé une association ou un club ou je ne sais quoi pour commencer justement cette pratique? Alors, j'ai commencé quand j'étais en troisième. Oui, parce que mon prof d'SVT faisait partie d'une association de musique arabo-andalouse. Donc il faut savoir qu'ici en France, il y a des associations qui existent depuis une vingtaine d'années. Elles sont pas très nombreuses. On peut les compter, je pense, sur les doigts de la main. Et justement, mon professeur d'SVT s'est sympathisé avec mon papa parce qu'il aimait bien partir aux réunions parents-élèves. Et c'est à travers ces échanges qu'il lui a proposé justement de me prendre, moi et mon frère, pour visiter son association et de découvrir ce qu'il faisait dans cette association. Et à partir de là, j'avais vraiment aimé. Donc j'ai commencé à faire de la chorale, à apprendre des bases de solfège. Après, bon, il y avait des années où j'ai dû arrêter par rapport à mes études, j'avais pas trop de temps pour la musique, mais c'est vraiment depuis 2018, entre 2017-2018 où je me suis vraiment commencé à me consacrer plus sérieusement et à développer un peu plus cette passion pour la musique arabo-andalouse. Et là, tu dis que tu y consacres plus de temps. En moyenne, tu y consacres justement combien de temps? Alors, déjà, il y a les répétitions hebdomadaires avec l'association, c'est tous les samedis après-midi de 15h à 19h à peu près. Et avant mon master, je faisais partie de deux associations de musique. Donc j'avais deux répétitions dans la semaine. Et les soirs, par exemple, je me prenais toujours 1 heure pour réviser certains chants, des morceaux sur l'instrument. Donc je me suis consacrée voilà, des créneaux spécifiques en fait dans ma semaine et mes week-ends, parfois mes samedis après-midi, c'était association musique. Et c'est comme ça que j'ai pu
apprendre un peu plus sur cette musique. Et du coup, tu me disais qu'il y avait plusieurs styles de chant andalou. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, il faut savoir qu'en Algérie, par rapport à la musique qui se joue, donc il y a trois grandes écoles de musique. Il y a la Sanaa d'Alger, celle que je pratique aujourd'hui. Il y a le Haouzi qui vient de Tlemcen. Et il y a le Melouf. Voilà, le Melouf qui vient plutôt de l'est de l'Algérie, de Constantine. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une grande différence entre ces trois? Alors oui, il y a une grande différence, mais on peut retrouver parfois des textes similaires qui sont chantés dans les trois écoles, mais mélodiquement parlant et techniquement parlant, des fois les rythmes ne sont pas les mêmes les mélodies aussi sont très différentes. C'est super intéressant. Et du coup, si je comprends bien, c'est à la fois la mélodie et les chants, enfin du coup les poèmes, qui sont différents entre ces trois écoles. Et la deuxième question que j'avais, c'était, est-ce que tu sais d'où vient justement le chant andalou? Alors, de ce que j'ai pu apprendre, donc la musique arabo-andalouse a connu, on va dire, un essor particulier pendant que l'Espagne était sous occupation musulmane, donc sous le règnement des Omeyyades. Elle a connu un essor considérable grâce au musicien Ziryeb, que tu connais apparemment. Donc Ziryeb, qui est originaire du Moyen-Orient, donc qui, sous la menace de son maître, devait quitter son pays et donc a quitté son pays pour aller en Andalousie où il a été accepté a pu intégrer la cour du roi. Et donc grâce à Ziryeb, donc il a participé aussi à populariser le oud et il a aussi créé le premier conservatoire d'Europe ouvert à tous. Et il a inculqué à ses élèves donc l'art du oud, le chant, mais aussi l'art culinaire pour la mode, la botanique et plein d'autres domaines intéressants. C'est hyper intéressant. Au final, il regroupait plusieurs domaines de la culture. C'était vraiment génial. Ouais, et je crois que c'est même lui qui a inventé justement les saisons au niveau vestimentaire. Donc c'est comme ça que je l'avais connu justement. Ah oui, Et ça m'avait intéressée. Et du coup, est-ce que le chant arabo-andalou se chante seul, en groupe, avec, sans musique? Comment ça se passe? le chant andalou peut se chanter soit en solo ou à l'unisson. Donc il y a des chants qui se chantent en chorale ou des parties qui se font en solo comme des estirpales ou carrément toutes des pièces chantées par un soliste et qui sont accompagnées aussi par des musiciens. Ok. Et toi, de ton côté, tu préfères quoi? Les deux, parce que à la fois en fait les chants en solo, ça permet vraiment de gagner en confiance, de faire ressortir sa voix et d'embellir un peu encore plus un poème. Par contre, et quand on chante à l'unisson, il y a une telle énergie qui se dégage et c'est vraiment incroyable de tous s'harmoniser autour d'une mélodie et de chanter tous ensemble. Ça dégage un charme particulier aussi. Oui, je vois que ça te touche beaucoup. En tout cas, je sens la passion dans tes yeux. C'est très beau. Et est-ce que tu as appris des choses justement de cet art? Qu'est-ce que tu as appris de cet art? Alors, ce que j'ai appris le plus, c'est que finalement, cette musique est vraiment une musique savante, que c'est pas juste des textes qui parlent d'amour, de tristesse, mais c'est vraiment réfléchi, qu'il y a vraiment un sens derrière. Et en fait, c'est une musique qui va vraiment refléter que ce soit les pressentiments, les sentiments, les tempéraments, on va dire, des personnes. Mais c'est aussi un chant aussi qui peut accompagner aussi bien les moments tristes ou les moments heureux. Waouh! Ouais, c'est très beau. Qui accompagne la vie justement. Et comment sont les espaces justement où on chante? Ça ressemble à des concerts? Est-ce que ça peut être en petit comité? Enfin, voilà. Enfin, quels sont les espaces et toi, qu'est-ce que tu préfères? Les espaces sont très variés. Ça peut aller d'un orchestre avec une centaine de personnes ou un petit comité. Il faut juste avoir, par exemple, une percussion, un violoniste, une personne qui joue au oud ou de la guitare, et ça peut former un petit orchestre.
Donc vraiment c'est très varié ou des fois il suffit juste de voilà d'utiliser un moyen de percussion ou taper juste sur la table et accompagner un chant. Par exemple, bah, il y a des poésies ou des petites chansonnettes que l'on peut chanter à la veille d'un mariage par exemple ou pendant le henné. Donc il y a des chants traditionnels qui se chantent et c'est des dames qui prennent genre une derbouka ou des petits tambourins Ouais. et ils s'accompagnent comme ça en chantant des musiques. Ouais, donc c'est très varié. C'est super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aussi dire par rapport au chant justement arabo-andalou? Et comment ça... Ah oui, c'est vrai, comment ça t'a mené au oud aussi? Mm. Alors, comment je suis venue au oud? Il faut savoir que quand on commence à s'intéresser à la musique arabo-andalouse, on va dire les instruments pour les débutants les plus conseillés sont soit la mandoline ou la guitare. Donc pour ma part, j'ai commencé par la... Enfin, en vrai, j'ai toujours fait les deux, j'ai toujours appris sur les deux. Mais j'ai commencé d'abord par la mandoline, avoir, avoir des bases pour le positionnement des doigts et savoir reconnaître les notes, travailler un peu avec mon oreille, avec mon oreille. Et, et après, donc par la suite, la guitare aussi m'avait intéressée, donc j'ai vraiment appris à avoir des bases sur les deux instruments. Et du coup, en ayant ces bases-là, ça permet aussi par la suite de passer sur d'autres instruments qui n'ont pas de fret, tels que le violon ou encore le oud. Donc, c'est des instruments qui nécessitent qu'on ait quand même une certaine oreille musicale pour bien savoir positionner les doigts et jouer juste. Et, donc, le oud, en fait, c'est vraiment par rapport à son son qui mélodieux et très harmonieux aussi qui m'a vraiment attiré et donné envie d'apprendre un peu plus sur cet instrument et surtout que il a aussi une histoire très ancestrale. Quelle est-elle, si tu la connais? Alors euh, l'histoire du oud elle remonte vraiment à l'époque on peut dire aussi de l'Antiquité, parce que l'ancêtre du oud est né plutôt en Mésopotamie, et après par la suite dans le Moyen-Orient, il s'est beaucoup plus popularisé, et notamment Ziryab aussi, il a vraiment contribué à la popularisation du oud, il a même instauré par exemple une corde supplémentaire, je crois, et pour justement accompagner un peu plus au niveau du chant et agrémenter davantage le son du oud. Et, aussi, enfin, c'est vraiment l'histoire de cet instrument qui m'a vraiment attirée et donné envie d'y jouer. Et c'est, enfin, encore une fois, moi, je suis fascinée. Et quelles sont tes inspirations? Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses? Est-ce qu'il y a des musiciens ou des musiciennes qui t'inspirent et qui sont-ils? Alors, pour le oud, je dirais le musicien Nazir Chama. Une fois, j'ai assisté à son concert à l'UNESCO et je crois que c'est lui qui a été le précurseur en fait. C'est l'initiateur en fait qui m'a vraiment donné envie d'apprendre à jouer au oud. Il y a aussi Anwar Brahim. Il y a aussi un musicien algérien que j'affectionne particulièrement aussi qui s'appelle Hamid El Johar et que j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai et de jouer aussi avec lui. Et voilà, c'est ces trois personnes-là qui m'ont vraiment donné envie d'apprendre davantage sur le oud et donné envie d'y jouer et de progresser. Après, en termes de chanteurs, donc chanteurs arabo-andalous, Ouais. donc il y a des fois des chanteurs et des chanteuses aussi. Oui. Par exemple, il y a Bahja Rahal, qui est une chanteuse algérienne. Et j'ai eu aussi l'opportunité de faire une masterclass avec elle où on est parti justement visiter l'Andalousie. Waouh! Donc c'était un circuit à la fois pour apprendre l'histoire de la musique arabo-andalouse et l'histoire aussi de l'Andalousie et de faire aussi une masterclass où on devait préparer un petit concert justement et apprendre des chants de musique arabo-andalouse et les partager avec les gens qui ont participé dans le voyage.
Waouh, c'est super intéressant. Bah, je vois du coup tes références, on notera tout pour ceux Oui, qui bien sont plus sûr. intéressés. Ah oui, et j'ai aussi Ouais, une vas-y. autre référence, qui est ma professeure aussi actuelle de musique arabo-andalouse, qui est aussi Samia Benchir. Et elle faisait partie d'une grande association de musique arabo-andalouse en Algérie. Et son mari aussi est dans la scène musicale. Il a participé aussi avec pas mal de musiciens. Et voilà, c'est grâce à elle aussi elle m'a vraiment donné envie d'apprendre davantage sur la poésie arabo-andalouse. Et justement, à travers les différents concerts qu'on a pu organiser, on favorise justement on met vraiment en avant ce côté poétique de la musique arabo-andalouse et le fait qu'on travaille parfois sur des traductions pour donner envie au public justement de s'intéresser aux poésies et leur inculquer justement ce, enfin, cet art pour la Mm. musique. Au final, aussi de se concentrer sur le sens Oui, des tout à mots. fait. Et justement, s'il y avait un poème ou peut-être plusieurs que tu devais choisir, l'un de tes préférés, quel serait-il? Ah, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. J'imagine. Après, il faut savoir que la musique arabo-andalouse, qu'elle est jouée à Alger précisément, elle respecte, enfin, elle est organisée sous forme de nouba. On jouait à chaque heure une nouba en particulier, et chaque nouba durait 1 heure. D'accord. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'une nouba? Alors, une nouba, c'est un style en fait musical, un tabac comme on peut dire en Ouais. arabe, Ok. donc un mode que l'on trouve dans les pays d'Afrique du Nord. Et donc initialement, il existait 24 noubas et une pour chaque heure de la journée. Et, euh, et en fait, il y a des paroles qui sont chantées, des mélodies particulières et qui peuvent être chantées donc soit en solo ou en chorale. Et on les choisit à un moment particulier de la journée. Enfin, ça c'était avant. Mais aujourd'hui, maintenant, dans les représentations, par exemple, quand on veut faire un concert de musique arabo-andalouse, bah, sur scène, on va choisir une nouba en particulier et ensuite on va l'exercer. Et en Algérie, donc, il existe au total, je crois, 12 noubas. Il y en a quelques-unes qui sont complètes et quelques-unes qui sont incomplètes. Par rapport à son organisation, donc il y a tout d'abord une nouba, ça commence par une touchia, qui est une introduction musicale. Mm. Ensuite, on a un inqilab, ensuite un msaddar, un btaïhi, un insiraf et un khlas. Ok. Et en fait, c'est des enchaînements qui vont différer au niveau de la rythmique ça va du plus lent au plus rapide. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Ok, c'est trop intéressant. Tu m'as pas dit du coup le poème que tu préférais. Ah oui, j'ai pas encore répondu. Mm. Franchement, il y en a plein. Je vais essayer de faire un choix. Euh, alors, il y en a un que j'aime beaucoup, qui fait partie donc, de la Nouba Ramil Maya. Donc, c'est un inqilab qui s'appelle Ya qalbi khalli al-hal. Mm. Donc, c'est Oh mon cœur, laisse le temps. Non, attends. J'ai préparé Laisse le temps s'en aller. à son gré, Ouais. voilà, à s'en aller à son gré. J'ai la traduction si tu veux, je peux D'accord. la réciter. Et les traductions, c'est pareil, c'est dans l'association qu'il y a des personnes peut-être bénévoles qui font les traductions, c'est ça? Ou est-ce que c'est les chanteurs qui s'en occupent aussi? Alors, il faut savoir que, en fait, des fois, vraiment la survie de cette musique arabo-andalouse relève du mystère. C'est vraiment. Il y a beaucoup de personnes et des chouyours, comme on appelle ça comme ça en Algérie, qui ont œuvré à la conservation de ce patrimoine. Des fois, c'est vraiment dur de remonter aux origines des textes, mais on sait juste que voilà, ça suit une certaine écriture et ça s'inscrit dans tout ce qui est mouachah et zajal. Je sais pas Mm. si... En Non. fait, c'est des formes poétiques particulières dans la langue arabe. C'est une écriture spécifique, donc il y a des hémistiches, des couplets en fait qui se répètent et tout, et en fonction des chants, enfin et des chants, ça peut varier. D'accord. Deuxième partie dans ta question, j'avais. Bah, c'était le poème. T'allais me lire une partie du poème que t'aimais bien. Je la récite en arabe et après en français. Oui, vas-y. Alors en arabe, ça dit يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله اترك جميع الأقوال واصغى لما قالوا أمهل فلا تعجل واللي صبروا نالوا
يأتي الفرج في الآن للعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله. Et en français, donc ça dit: Oh mon cœur, laisse le temps vaguer à son gré, ne t'empresse pas et n'écoute pas les paroles insensées. Celui qui sait patienter réussit. La tristesse et la consolation relèvent du pouvoir divin. La vie est ainsi faite, elle rehausse et rabaisse un peuple. Waouh. C'est puissant. C'est puissant. Voilà, donc c'est un peu des chants comme ça, des poésies dans ce style-là. Et après, ben, par exemple, dans la Nuba Sika, il y a une séraph que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Ya Laoun El Asel. Et est-ce que c'est celui que tu vas nous chanter aujourd'hui ou c'est... Oui. Khalil Hal, en le chantant, ça donne ça. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله أترك جميع الأقوال وصغى ما قالوا أمهل فلا تعجل واللي صبر نالو يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن والعبد من مولاه الحسن والسلوان كلهم بإذن الله. C'était magnifique. Merci. Des fois, justement, quand on chante un inséraf, souvent après, donc il y a un khlas, qui a un rythme qui est beaucoup plus dansant. Et souvent, à la fin des concerts, il y a tout le public, des fois, qui se lève à danser, à applaudir pour accompagner la chorale. C'est génial, je pensais que ça allait être le contraire, tu vois, à la fin d'un concert, plutôt le rythme qui baisse, et en fait, non, au contraire. C'est vraiment le début. Par exemple, au niveau du rythme, si tu veux, je peux te donner un exemple. Typiquement, ce qu'on chante après ce morceau, par exemple, c'est une khilas qui s'appelle Ya Mandara Min Ashaqou. D'accord. Et donc, ça fait Ya Mandara Min Ashaqou, Ya la 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 Na'alash Adani, Ya la la Ya la 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 Ya la 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 Na'alash عداني يا لالا يا لالا لالا يا من درى من عشقوا يا لالا 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 علاش عداني يا لالا يا لالا لالا يا لالا لالا علاش عداني يا لالا يا لالا لالا يا لالا لالا C'est trop beau. Déjà, moi, je suis... Ouais. Bon, je suis aussi très sensible à cette musique, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais ouais, en fait, ça transporte. C'est un peu un côté, je trouve, aussi spirituel, un peu. Et je trouve, voilà, ça transporte. Il y a beaucoup d'émotions qui passent. Et c'est à la fois doux et en même temps... Ouais, ça transperce le cœur, c'est super beau. Tout à fait. Pour les cœurs sensibles, c'est ce qu'il faut. Et même tout à l'heure, tu soulignais le point de dimension un peu spirituelle et tout. Et même dans les chants religieux, par exemple, même que ce soit au niveau des Aden aussi, par exemple en Algérie, il y a des mots Aden qui, dans la façon comment ils font l'appel à la prière, ça fait... penser justement à un mode qui est chanté en musique arabo-andalouse. D'accord, c'est intéressant. Ouais, j'avais jamais fait le lien entre les deux et du coup c'est super. Et, justement, et des fois je sais pas, dans des hadrat, on appelle ça comme ça, par exemple des rassemblements qui se font, par exemple pour le Maoulid Nabawi Sharif, et ben il y a des qasaïd, des poésies ou des textes avec une signification religieuse, justement pour rendre hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout. Et, la façon comment c'est récité, que ça peut être aussi mélodieux, c'est pas accompagné par les instruments, mais la façon comment c'est chanté, ça fait penser aussi à des mélodies de musique arabo-andalouse.
D'accord. Il Ok. y a ça aussi qui se fait un peu en Algérie. Ouais, c'est trop trop bien. Et toi, justement, là, tu me parles justement de souvenirs. Je voulais savoir quel est ton meilleur souvenir depuis que t'as... Je sais que c'est dur. Non, vas-y, je Ouais, peux quel commencer serait avec ton moi. meilleur souvenir? T'en as un? Oui. Oh, cool, vas-y. Mon meilleur souvenir, je dirais, c'est un concert auquel j'ai participé. Donc, c'était un concert caritatif pour Mm. une association qui aide les non-voyants. D'accord. Parce que ben, je faisais de la musique avec une association et notre professeur était non-voyant, mais il avait un potentiel et une voix exceptionnelle. Et c'est vraiment la personne qui me touche le plus quand elle chante cette musique. Et donc voilà, en participant à ce concert, ça m'a vraiment transportée. Et aussi, pareil, dans des concerts où on rend hommage à des personnalités ou à des chanteurs justement de musique arabo-andalouse. Justement, avec l'association dont je fais partie aussi actuellement, on en a donné un pour rendre hommage à deux chanteurs célèbres algériens. Et il y en avait un qui était présent. Et le fait de... Voilà, je l'avais vu en face de Mm. moi et quand on a repris sa chanson, il y avait une telle émotion, genre il s'est mis à pleurer et tout. Et je crois que c'était... Ouais, ce sera un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'est vrai que c'est très très émouvant. C'est deux souvenirs que vraiment Ouais. que je garde précieusement en tête. Ouais, c'est bien, ça fait vivre la passion Ah aussi. oui, oui. Et du coup, une dernière question. Mhm. Si, si des jeunes aujourd'hui veulent justement, enfin, t'écoutent et veulent après s'engager justement dans le chant arabo-andalou ou à l'apprentissage du oud, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, par où commencer et qui contacter? Ça fait D'accord. beaucoup de questions d'un coup. Alors, pour les jeunes qui seraient intéressés par cette musique, je leur conseillerais de se tourner vers des associations justement de musique arabo-andalouse. Il en existe, je crois, trois qui sont assez connus ici en Île-de-France. Je peux les Oui. citer. Donc, par exemple, il y a Al Maoussili qui répète à Saint-Denis. Donc, il y a l'association dont je fais partie qui s'appelle El Andalous. Mm. On répète à Paris ou à Gagny. Il y a aussi El Andalusia. Donc, c'est une association qui travaille plus en mode choral. Donc, il y a le professeur, le non-voyant dont je t'ai parlé, Mm. donc, qui s'appelle Saadettin Andalousi. Donc, il est pianiste et il forme des choristes et il donne des techniques justement de chant, de musique arabo-andalouse. Donc, c'est ces trois associations que je connais le plus. Après, il y a d'autres aussi associations de musique qui sont plutôt orientées Malouf ou Hausi. D'accord. Donc, je crois que ça s'appelle les Airs Andalous. Il y a une autre association, je ne me rappelle plus le nom, mais je l'enverrai après si tu Ouais, as pas de ok. souci. Et donc, après, par rapport au oud, donc il faut savoir que c'est un peu. Enfin, c'est particulier parce que le oud, à la fois. Enfin, je pense que il faut aussi aimer la musique orientale parce qu'on ne peut pas apprendre le oud sans aussi s'intéresser à la musique orientale. Donc, Mm. pour une personne qui... Pourquoi déjà? Bah, parce que par rapport... je pense... Enfin, attends. Euh, comment l'expliquer? Enfin, je sais c'est Ouais, quoi, mais ouais. j'arrive pas à trouver les mots. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a les tonalités? Est-ce que... Alors déjà, d'une part parce qu'il y a une différence au niveau des tonalités ou même au niveau des quarts de temps. Par exemple, dans la musique orientale, on retrouve ça énormément dans les chansons, tandis qu'en musique arabo-andalouse, il y a un peu moins ça. Et bon, après, de toute façon, le oud a aussi sa place dans les orchestres de musique arabo-andalouse. Mais en fait, ça fait partie aussi de l'histoire en fait, de l'instrument. Donc, il faut aussi s'imprégner à la fois du côté oriental, mais aussi du côté andalou. Ok. Parce que, enfin, voilà, c'est un instrument, on va dire, qui a les deux identités. Et je pense que, voilà, s'imprégner de toute cette histoire, ça permet aussi aux joueurs de vraiment gagner, on va dire, en autonomie et même plus en... ça l'aidera à mieux développer son oreille musicale. Mm. Parce que Ok. moi, personnellement, je l'ai constaté parce que j'étais vraiment
focalisée que sur la musique arabo-andalouse. Et quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à cet instrument, j'ai vu que en m'intéressant à la musique orientale et en apprenant les modes principaux, et ben ça m'a appris à prendre des nouveaux repères, voilà, et à apprendre des nouvelles mélodies que des fois je retrouvais même dans certains modes de musique arabo-andalouse. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment, ça se complète en fait, c'est Ouais. pour ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ok. Bon, bah, c'est hyper cool. Je me souviens d'un concert, c'était Waad Bouhassoun, c'est ça? Tu vois qui c'est? C'est une Syrienne pareil, qui fait des chants. Donc, elle qui fait des chants de sa région natale, Mhm. dans le sud de la Syrie. Mais je me souviens d'un concert qu'elle avait fait aussi à l'Institut du monde arabe, justement avec les musiques arabo-andalouses. Je sais pas si Non, si t'avais pu y aller ou quoi non, que ce soit. non, j'ai pas Non. pu aller. Ouais. Mais en tout cas, c'est là aussi qu'on peut voir peut-être le parallèle entre la musique orientale Oui, sans doute. et arabo-andalouse. Vu que de toute façon, ça a commencé sous les Omeyyades Oui, qui tout à étaient, fait. qui, Ah oui, qui ont un lien avec l'Orient. c'est ça, tout à fait. Bah, notamment le chant ancestral Lama Bada Yatasana. Mm. Et le mode auquel il est joué, bah, on peut le retrouver aussi dans d'autres modes de musique arabo-andalouse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir pour Merci cette beaucoup. émission et cet épisode. Ah, ça m'a fait- T'as fait, je pense, honneur au chant arabo-andalou et au oud. Et je pense qu'après, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir s'y intéresser. Bah, merci. Peut-être que voilà, tu me donneras aussi envie de partager un peu plus, enfin, de partager justement cette passion sur mon Instagram parce qu'il y a des moments où voilà, C'est le je me moment sens- pub. Non, pas du tout. Mais il y a des moments où je me dis, ben, Ouais. ça serait bien que, voilà, pourquoi pas de partager par pur plaisir, hein, tu vois, Ouais. genre vraiment donner envie aux gens de s'intéresser à cette musique. Mais après, heureusement, enfin, il y a des comptes Instagram qui sont super bien faits, qui vraiment reflètent vraiment le charme et la beauté de cette musique. Et après, voilà, je me dis pourquoi pas un jour voilà, apporter moi aussi une petite pierre à l'édifice et enfin, ouais, partager des trucs intéressants, quoi. À mon avis, ce serait génial. Franchement, moi, je t'encourage à te lancer là-dedans. Inch'Allah, je pourrais. Hein. Bientôt. Merci beaucoup. Bon, je te remercie vraiment pour ce témoignage. Tu vois, on s'était dit finalement qu'on ferait quelque chose de court et en fait, on a été vraiment pris par cette passion. Et donc, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. Et je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode à la rencontre d'un art musical pratiqué en Algérie. Vous pouvez écouter les autres épisodes de mon podcast sur Spotify, YouTube ou encore. Vous pouvez aussi suivre les aventures de ce projet sur Instagram via la page Call It Heritage. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. عداني